XXL au Zénith. Un événement ouvert à tous, venez nombreux. Programme détaillé, informations pratiques et inscriptions en ligne sur www.protestant au pluriel enfête.org. Protestant en fête, c'est du 27 au 29 octobre prochain à Strasbourg. C'est bon? Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Surtout, n'hésitez pas, quand vous n'entendez pas, à le dire haut et fort, parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de sortir d'un moment comme le nôtre sans avoir rien entendu. Merci. Donc, on va attaquer un nouveau sujet, la relation entre les protestants et la politique. Tous nos invités vont essayer d'être les plus percutants possibles pour vous éviter la sieste, parce qu'évidemment, le créneau qu'on nous a attribué est souvent le plus difficile. Donc moi, je suis Nathalie Lénard, je suis directrice de la rédaction de Réforme, et j'en profite pour remercier les très nombreux intervenants qui ont salué le travail de Réforme. C'était pour nous une belle reconnaissance. Hier, François Claveroli a repris cette citation de Roland de Pury que je vous redonne. « L'Église, maquis du monde, n'a pas pour objet de prendre le pouvoir, mais d'organiser la résistance en attendant le grand débarquement du royaume. » Cette phrase introduit formidablement le débat ou la conversation que nous allons avoir. Les protestants sont bien de ce monde, c'est le seul que nous avons à habiter, mais ils ne sont pas non plus tout à fait de ce monde, puisqu'ils en attendent un autre. Ce que nous allons, parce que nous sommes aussi fils et filles, et ça a beaucoup été dit hier, fils et filles d'une promesse. Donc ce que nous allons essayer d'aborder ici, c'est cette question du rapport entre la religion, la foi, la politique, l'engagement citoyen. Je me suis dit en préparant cette rencontre qu'il faudrait un colloque entier sur ce sujet, et j'imagine que nos intervenants seront sans doute un peu frustrés de ne pas pouvoir tout partager avec vous, mais au moins l'idée c'est d'ouvrir des portes et de vous amener, de vous donner des sujets de réflexion. Donc une des questions, c'est comment les protestants, les protestantes, au fil des siècles, se sont-ils placés par rapport au pouvoir? Comment sont-ils devenus des serviteurs de l'État? Comment ont-ils tricoté ensemble leur liberté de conscience et l'engagement au service de la cité? Pourquoi dit-on que les protestants, alors j'ai bien entendu ce qu'avait dit Jean-Paul Willem, qui ne sont pas historiques, mais les protestants, les luthéro-réformés, on a beaucoup dit que héros de la modernité, de la laïcité, ils étaient plutôt, entre guillemets, de gauche, que les évangéliques, défenseurs de certaines valeurs éthiques, mais aussi libéraux sur la sphère économique, étaient souvent qualifiés, entre guillemets, de droite. Et sans doute, on verra que c'est un peu plus complexe que ça. Donc, pour nous aider, pour nous éclairer, nous avons la chance d'avoir 5 invités sur ce plateau, des historiens, des sociologues et une femme politique engagée, très engagée en politique. Et je me permets de redire que dans le numéro de Réforme que vous trouvez à la sortie, nous avons fait le portrait de Catherine Trottmann. Donc, tout à ma droite, Olivier Christin est historien, chercheur à l'École pratique des hautes études et spécialiste de la pensée politique de la Réforme. À ses côtés, Céline Borrello est historienne, professeure à l'Université du Mans. Elle a travaillé, elle est spécialiste de la fin de l'Ancien Régime et des débuts du XIXe, et elle s'est notamment intéressée à la façon dont les pasteurs s'emparent de la question politique dans leur prédication. À côté de moi, à nouveau, donc Catherine Trottmann, que vous connaissez sûrement beaucoup. Ça a été la première femme maire en 1989 d'une commune de plus de 100 000 habitants en France.
Et Catherine Trottmann est toujours élue. Elle est au conseil municipal et aussi à Eurométropole. Et donc, elle pourra elle éclairera de son parcours, ce qu'on va dire. Et c'est intéressant de savoir que Catherine Trottmann a commencé par des études de théologie avant de se lancer en politique. À ma gauche, Grace Davy est sociologue, professeure à l'université d'Exeter, c'est comme ça qu'on dit, oui, en Grande-Bretagne. Elle a travaillé sur la droite protestante au XXe siècle et aussi sur l'histoire religieuse de la Grande-Bretagne. Et enfin, à ses côtés, Sébastien Fath, qui est sociologue, qui est très connu aussi, lui, des lecteurs de Réforme, puisqu'il travaille beaucoup sur les évangéliques. Il a beaucoup travaillé sur les évangéliques en Amérique du Nord et aussi en France. Et on bénéficiera de son expertise. Voilà, donc pour commencer, je donne la parole à Olivier Christin. Merci beaucoup. Je voudrais partir de Louis Blanc, du socialiste Louis Blanc, et de la parution, de la publication, sa monumentale histoire de la Révolution française au milieu du XIXe siècle, à partir de 1847. Il fait partir son histoire de la Révolution française, non de la révolution communale italienne du Moyen-Âge, non de l'humanisme, par exemple, de l'humanisme il aurait pu choisir, ou de la première révolution anglaise. Il fait partir de la Réforme et de Luther. Pourquoi ce choix ? Alors c'est vrai qu'il n'est pas le seul à le faire, et Valentine Zuber a rappelé avec talent ce matin que nombre de penseurs républicains, socialistes, libéraux du XIXe siècle font des historiens, des philosophes, des moralistes, des pédagogues aussi beaucoup, ou des hommes politiques, font de la Réforme la racine lointaine de la modernité démocratique, de la subjectivation du politique et des formes républicaines dans certains cas, les font remonter à Luther, ce qui aujourd'hui peut paraître un choix possible et compliqué. Donc moi je suis seiziémiste et je voudrais me demander qu'est-ce qu'il pouvait bien lire dans les travaux du XVIe siècle, dans les textes du XVIe siècle. Qu'est-ce que Louis Blanc, qu'est-ce que les penseurs républicains ou libéraux du XIXe siècle ont pu lire chez Luther ou Calvin qui justifie cette position, qui justifie cette idée que c'est là la racine de la modernité. Et il me semble qu'ils ont vu trois choses dans l'histoire du protestantisme au XVIe siècle, dans la pensée. Je suis obligé de résumer et donc je vais dire trois choses avec 2 minutes par chose. La première chose qu'ils découvrent, qui me paraît avoir une actualité énorme aujourd'hui, c'est d'abord l'invention chez les luthériens dans le courant des années 30, 1530, puis autour de Calvin, chez Calvin, puis bien sûr dans les guerres de religion, l'invention d'une théorie de la résistance légitime au pouvoir impie et à la tyrannie. Que faire face, bien sûr, le chemin n'est pas facile. Certains de ces penseurs partent d'une définition paulinienne du pouvoir. Tout pouvoir vient de Dieu, tout pouvoir est instauré de Dieu. L'origine des pouvoirs humains, c'est Dieu. Donc comment résister à des pouvoirs qui se disent eux-mêmes lieutenants de Dieu sur terre ou investis d'une dimension sacrée, notamment pour le roi de France ou pour l'empereur. Le chemin est compliqué et va aboutir, à partir donc des années 30, à une réflexion sur les limites de l'autorité légitime du prince légitime, c'est-à-dire un prince qui n'est pas arrivé par la force, mais qui est au pouvoir de manière normale. Peut-il faire tout ce qui lui passe par la tête? Peut-il excéder les limites de son pouvoir sans devenir un tyran et sans devenir lui-même, au fond, se réduire à une personne privée à laquelle il est légitime de résister par la force ou par la loi? Il y aura un choix très difficile à faire sur est-ce que cette résistance appartient à tous, y compris par l'assassinat, ou est-ce que cette résistance appartient seulement aux magistrats? Les protestantistes choisiront plutôt la deuxième solution. Et donc on aboutit très vite, autour de cette idée de résistance, à une idée que le pouvoir est fondé sur un contrat, voire sur un double contrat. Un contrat entre le prince, le pouvoir et Dieu. Le prince doit être un prince chrétien, bien sûr, et respecter les commandements divins, mais un contrat entre le peuple et le souverain et ses sujets, un contrat synalagmatique qui oblige les deux parties. Ce contrat oblige les gouvernés et les gouvernants. Si l'une des parties cesse de respecter le contrat, alors l'autre est libéré. Et donc,
les princes persécuteurs, Charles IX, les auteurs de la Saint-Barthélemy, ne sont pas des princes légitimes auxquels on doit obéissance. On peut légitimement s'opposer à eux. Le pouvoir a une origine humaine. Et dans l'histoire de la pensée politique, le protestantisme du XVIe siècle jette les fondements de ce qu'on appelle la théorie du contrat, le contractualisme. C'est fondamental pour comprendre y compris les Lumières et ce qui se passe par la suite. Deuxième chose que découvrent des lecteurs avides du XIXe siècle dans les débats politiques, juridico-politiques du XVIe siècle, c'est bien sûr, sinon l'éloge de la liberté de conscience. Thomas Meissen a rappelé hier que la liberté de conscience au XVIe siècle vaut surtout pour sa conscience plus que pour la conscience des autres, mais du moins l'éloge du libre examen, de l'accès direct au texte de la Bible et d'un accès critique pour dégager de la Bible, dégager la Bible des scories qui ont été rajoutées, des gloses, des textes apocryphes, et surtout l'éloge, ou plus exactement le refus complet de l'usage de la force en matière de conscience. Il ne sert à rien, disent nombre d'auteurs protestants, je vais en citer, on peut parler de Castellion et d'autres, de forcer les consciences. Forcer les consciences ne fait pas des vrais convertis. C'est la fabrique des hypocrites ou ça fabrique des athées, des gens qui dissimuleront leur absence de croyance ou qui dissimuleront, des nicodémistes, dissimuleront leur vraie croyance derrière des gestes pour faire croire qu'ils sont convertis. Et je voudrais rappeler ici que la première paix religieuse de tout le XVIe siècle, celle qui met fin à la guerre, à une guerre de manière durable, réussie avant la paix d'Augsbourg, c'est la paix de Cappel, les paix de Cappel 1529-1531 en Suisse. La Suisse va faire l'économie des guerres de religion du XVIe siècle et du XVIIe siècle assez largement. Cette paix interdit aux cantons d'intervenir dans les affaires les uns des autres, et condamne vigoureusement l'usage de la contrainte et de l'usage de la force. Et ça, pour les penseurs du XIXe siècle, de la Révolution française et du XIXe siècle, ce refus d'étendre le domaine de la loi jusqu'à l'intimité des consciences est fondamental. La loi positive ne s'étend pas au fort privé, au fort interne. Puis troisième découverte, j'espère que je suis dans les temps, troisième découverte, on n'en a pas tellement parlé au fond dans ces 2 jours, parce que ça va de soi, mais c'est fondamental pour le XVIIIe siècle et pour les républicains du XVIIIe siècle, obligés par exemple de fuir la répression ou de fuir le Second Empire, c'est la découverte de l'exil et de la place de l'exil dans l'histoire du protestantisme. Des centaines de milliers d'exilés qui quittent les Pays-Bas du Sud avec la répression du duc d'Albe ou la répression avant de Charles Quint. Des exilés italiens qui fuient la répression catholique dans les vallées italiennes ou à Venise. Et puis, tous ces huguenots français qui s'en vont vers les territoires du Saint-Empire romain de nation germanique ou vers la Suisse. Et avec cet exil se met en place une forme de solidarité à distance. Les protestants éprouvent la souffrance à distance de leurs frères sous la croix qui subissent les persécutions et inventent des modes d'information et d'entraide internationaux pour faire contrepoids ou pour gérer cette souffrance à distance. On peut donner l'exemple des martyrologes, par exemple, des grandes collections de martyrs qui gardent le souvenir de ceux qui ont donné leur vie pour la vérité de la foi. Et c'est très important parce qu'il me semble qu'on trouve dans ce spectacle de la souffrance à distance et dans ces livres qui rappellent les souffrances des persécutions, les fondements de ce sentiment de commune humanité et de solidarité par-delà les frontières, par-delà les langues, par-delà les systèmes politiques, avant le poème de Voltaire sur le désastre de Lisbonne. Et donc on a là le socle sur lequel se bâtira ce dont on a, alors là, pour de bon parler, c'est-à-dire les fondements de l'humanitaire et de la politique de l'intervention humanitaire. C'est ce sentiment de commune humanité par-delà les différences que les auteurs du XIXe siècle découvrent aussi dans la théologie et dans l'expérience des protestants du XVIe siècle. Merci beaucoup pour cette très très grande clarté, formidable. Donc on y reviendra tout à l'heure et maintenant Céline Borello va poursuivre. Oui. Alors, on a un peu parlé des idées, là. Je vais parler plutôt des acteurs, moi, puisque je vais m'intéresser aux pasteurs. Aux pasteurs, et notamment à un moment assez important dans l'histoire nationale, qui est le moment de la Révolution française. Donc, comment ces pasteurs vont s'engager
dans ce mouvement extraordinaire de rénovation, de refonte politique, refonte sociale également, et refonte culturelle. Alors, il y a deux voies. La première voie est sans doute celle qui est la plus connue, la plus évidente, c'est de considérer que les pasteurs vont tout d'abord participer concrètement à des activités politiques et être eux-mêmes hommes politiques de leur temps. Alors ils le sont soit au niveau local, on a des pasteurs qui deviennent juges de paix, on a des pasteurs qui deviennent maires, on a des pasteurs qui s'occupent de circonscriptions administratives au moment de la Révolution. Au niveau national également, nous avons des pasteurs qui deviennent députés après 1789. Alors si on fait une petite recension, il y a à peu près 300 pasteurs au moment où débute la Révolution, c'est-à-dire 1789. Et sur ces 300 pasteurs, on en a 10 trajectoires qui vont croiser la tribune de l'Assemblée nationale jusqu'au directoire en 1795. Donc de ces 10 pasteurs, évidemment, les parcours sont différents. Il y a d'ailleurs des études qui restent à faire sur ces hommes politiques qui viennent du milieu protestant et qui étaient eux-mêmes avant hommes de Dieu. Donc ces pasteurs, il y en a deux notamment qu'on connaît un petit peu plus. Évidemment, Rabault-Saint-Étienne, vous le connaissez tous, et même si vous ne le connaissez pas, vous l'avez au moins tous vu. C'est un des 3 hommes qui est au centre du tableau de David, le serment du jeu de paume. Il est avec Dongère et l'abbé Grégoire. Ça fait partie de ces 3 hommes qui se donnent l'accolade au centre du tableau. Et Rabault-Saint-Étienne va être le premier pasteur à être, le premier protestant et pasteur, à être président de l'Assemblée nationale. Donc cet homme a un parcours assez emblématique de ce XVIIIe siècle, puisqu'il a déjà œuvré largement pour la cause du protestantisme. Mais là, c'est une cause plus vaste dont il s'occupe, c'est celle du pays au sens large et de la société dans sa globalité. Et puis une autre figure, c'est celle de Jean Bon-Saint-André. Jean Bon-Saint-André, qui a été pasteur à Castres et à Montpellier, et qui va lui aussi devenir député. Et lui va avoir une carrière un petit peu plus longue que Rabault-Saint-Étienne, puisque Rabault-Saint-Étienne a guillotiné en décembre 1793. Jean Bon-Saint-André va être membre du comité de salut public. Donc c'est un pasteur là qui a une vraie carrière nationale à un moment sans doute le plus rude d'un point de vue politique en France, en tout cas pendant cette période révolutionnaire. Et il va poursuivre cette carrière puisque il aurait pu redevenir pasteur à partir de 1802. Et il choisit plutôt de devenir diplomate, et il sera ensuite préfet d'Empire de Napoléon. Donc il décédera à Mayence en 1813. Donc ces pasteurs, je vous en ai cité 2, il y en a d'autres évidemment, ces pasteurs, de quoi s'occupent-ils dans la tribune? Eh bien on les trouve notamment intervenir notamment lors des débats de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, avec le discours célèbre de Rabault-Saint-Étienne prononcé le 23 août 1789, notamment autour des débats sur l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, qui va permettre de poser la liberté de penser, donc c'est et non pas de culte. Donc on les trouve aussi prendre part à des discussions autour des questions sur l'instruction publique durant l'année 1791-92. Donc on a des pasteurs qui sont investis dans certaines affaires plus particulièrement. Il ne faut pas s'imaginer que ces pasteurs ont tous les mêmes idées. Je donnerai un exemple pour vous montrer leurs positions qui peuvent être radicalement différentes. Au moment du vote de la mort du roi, Rabault-Saint-Étienne a refusé de voter pour la mort du roi. Jean Bon-Saint-André s'est prononcé pour la mort de Louis Capet. Donc on a là véritablement des positions qui peuvent être très diversifiées. Alors, deuxième champ dans lequel les pasteurs peuvent s'engager au moment de la Révolution française, c'est la chaire. Ce n'est plus la tribune politique, c'est la chaire. Et là, c'est quelque chose qui peut nous paraître normal, d'associer le pasteur à la prédication, tant on sait la place justement que la prédication a dans la vie des protestants. Donc, en même temps, on se dit la prédication, c'est quand même plutôt un moment d'édification religieuse. C'est un discours religieux.
religieux, eh bien non. À certains moments, les pasteurs saisissent l'occasion de développer des thématiques autour de la chose publique, du bien commun, de l'intérêt général, voire même des institutions ou bien même des affaires économiques et sociales de leur temps. Et vous vous imaginez bien que la Révolution française, avec le bouillonnement d'idées, le bouleversement législatif qu'elle a provoqué, eh bien, est autant d'occasions pour les pasteurs de discuter sur ces thématiques. Alors, quels sont les éléments qu'ils mettent en avant de cette révolution? Tout d'abord, ils insistent beaucoup dans leur prédication sur la liberté apportée par la révolution et l'égalité. Et là, ils associent, en tout cas pour la liberté, la séquence, j'allais dire, qui est un petit peu antérieure à la Révolution. C'est le moment où, dès 1787, Louis XVI va leur accorder l'édit dit de tolérance. Donc, ils sont là dans un mouvement vertueux de liberté depuis 1787. À partir de 1789, évidemment, il y a la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous avez aussi de nombreuses lois qui sont votées pour permettre aux protestants d'être réincorporés dans la nation. Et ça se clôt avec l'intégration, la possibilité du culte protestant. C'est le titre 1 de la Déclaration de septembre 1791. Donc on est là dans un moment vertueux de liberté que ces pasteurs, évidemment, eh bien, exaltent dans leur prédication. Deuxième thématique, c'est la thématique de l'égalité. Et là, évidemment, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui permet aux pasteurs de mettre en avant l'égalité acquise. Alors, ils font la part belle aussi à cette possibilité qui leur était offerte d'avoir un état civil, mais quand même, la Révolution leur octroie une égalité citoyenne. On est citoyen, on n'est plus sujet d'un monarque absolu, et en tant que tel, donc, le citoyen prend sa place dans la nation. Troisième thématique, c'est la thématique de la fraternité. Alors cette thématique de la fraternité, évidemment, elle n'est pas nouvelle, mais ce qu'il y a de nouveau, c'est que finalement, ces pasteurs qui ont l'habitude d'interpeller leur auditoire en les appelant mes frères, eh bien, ces pasteurs vont essayer progressivement de faire que ces frères en Jésus-Christ deviennent des frères dans la nation en train de se constituer. Donc ces trois thématiques sont des thématiques qui font, vous le voyez, que ces pasteurs construisent en chair une image positive de la Révolution française, et cette vision positive de la Révolution française, évidemment, elle ne va pas toujours être tenable. Il y a un moment où, pour les pasteurs, cela devient difficile, et c'est à partir de 1792-93, pour deux raisons. La première est, j'allais dire, externe au protestantisme, c'est que, la Révolution devient une révolution beaucoup plus violente. C'est le moment de la terreur, c'est le moment du comité du salut public. Donc, on sent que les pasteurs peinent à entrer en concert avec ce pouvoir qui utilise la force, justement. Donc là, on a une première rupture, et ensuite, évidemment, la grande rupture se fait au moment de la déchristianisation, où, concrètement, les pasteurs ne peuvent plus prendre la parole avec les prêtres, évidemment, puisqu'on assiste à une grande phase de déchristianisation, ou en tout cas, où les religions instituées n'ont plus cours. Alors, comment ces pasteurs font-ils pour aborder finalement ces aspects très profanes, que sont la politique, que sont les affaires sociales? Eh bien, ils le font, j'allais dire, de manière parfois insidieuse, en parlant, par exemple, des choses concrètes que les fidèles sont appelés à faire. Par exemple, au moment, on est à la fin de l'année 1789, au début de 1790, une loi réforme les communes et les élections communales, et il faut, pour être électeur, prêter un serment. Et donc là, les pasteurs vont prendre la parole pour expliquer à leur auditoire ce que signifie que prêter serment, l'importance de la parole, et donc ils expliquent ce nouveau geste citoyen qui est attendu évidemment de l'auditoire protestant. Autre manière pour eux, c'est de s'appuyer non pas sur des actions à faire, mais sur des textes. Et alors à ce moment-là, les pasteurs vont
incorporer dans leurs sermons des textes de loi, des passages, par exemple l'article 10 dont j'ai parlé tout à l'heure de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou bien des lois qui ont été prises, et ils vont faire en fait une explication de texte, tout comme auparavant ils pouvaient, ou concomitamment ils pouvaient s'appuyer sur la Bible, sur des péricopes pour pouvoir expliquer la parole de Dieu. Eh bien ils en viennent à expliquer d'une certaine manière la parole de l'État. Alors évidemment, dès qu'ils le peuvent, ils adossent cette parole politique ou cette parole qui touche la sphère politique à des éléments théologiques. Donc ils utilisent évidemment des passages bibliques. Alors on a bien parlé certains précédemment sur les autorités, sur le respect à avoir aux autorités, à la loi, qui font que on a in fine quand même un discours qui reste un discours avec une armature religieuse. Donc on voit à quel point ces pasteurs, en tout cas en Révolution française, développent en chair également toute une éducation citoyenne, une éducation civique. Elle rend compte bien sûr avec d'autres actions pastorales d'un engagement dans la chose publique, dans les actions politiques en train de se dérouler, et elles ont pour socle, en tout cas durant les années 1789-1792, 3 thématiques importantes: la liberté, l'égalité et la fraternité. C'est pas maintenant. Merci Céline Borello. Donc ça c'est aussi quelque chose sur lequel on reviendra après, de se dire que voilà, des pasteurs qui parlent en chair directement de politique, qu'est-ce qu'il en est encore aujourd'hui. Donc je trouve que c'est une thématique sur laquelle on va revenir assez vite. Je passe maintenant la parole à Grace Davy qui va nous parler donc de... Ah c'est Sébastien. Ah pardon. D'accord. Bon. Alors moi j'avance maintenant. Ou comme vous voulez. Alors Sébastien, pardon. Sébastien, donc tu vas nous éclairer. Alors c'est plus actuel, Toi tu as ton champ de recherche est plus sur les évangéliques dans le monde contemporain, mais sur des questions aussi autour du lien entre la foi et la religion et la politique. Merci Nathalie. Alors quand on parle des protestants évangéliques, aujourd'hui, notamment au travers du prisme rendu par les médias, on pense assez facilement à Donald Trump, à une certaine droite néolibérale. Alors je voudrais essayer de sortir un petit peu de ce cadre d'analyse qui me paraît un peu réducteur. En France, on aime beaucoup les oppositions binaires. La droite, la gauche, est-ce qu'on est de droite ou de gauche? Est-ce qu'on est Armagnac ou Bourguignon? Est-ce qu'on est résistant ou collabo? Ou est-ce qu'on est du côté de Camus ou du côté de Sartre? Mais en fait, le protestantisme se prête assez mal à cette pensée binaire. Et l'évangélisme, je dirais au carré, c'est vraiment un protestantisme particulièrement pluriel, marqué par le primat des associations locales, avec une grande méfiance pour tout ce qui peut ressembler à une centralisation institutionnelle. Et donc, dès lors, il y a vraiment une très grande diversité d'engagement dans la cité. Et alors, l'hypothèse que je voudrais vous soumettre, c'est la suivante, c'est celle d'une lecture du protestantisme évangélique aujourd'hui, de ce phénomène qui déroute, parce qu'il est très prosélyte, d'une lecture de ce phénomène comme d'un nouveau tiers-état du christianisme. Alors, qu'entendre par là ? Alors, première chose, je crois qu'on peut dire, c'est que les évangéliques s'inscrivent par rapport aux politiques vraiment dans une optique de désacralisation de l'État et du politique, et de ce fait, ils sont d'ailleurs très largement marqués par leur matrice protestante. Il y a une très grande méfiance pour la sacralisation du politique, tout simplement parce que le lieu de l'absolu, il est ailleurs. Il est ailleurs, il est en Dieu, et les évangéliques, toutes les enquêtes nous le montrent, sont particulièrement fervents, réputés fervents, en tout cas, ils lisent, semble-t-il, la Bible davantage que les autres protestants, prient davantage. Donc il y a cette dimension de l'absolu, de Dieu, qui est très très forte dans leur identité, et du coup le politique, c'est bien si c'est pragmatique, si ça rend service, tant mieux, mais le politique n'est pas là pour transformer l'État en église de substitution.
Et de ce point de vue-là, je crois qu'on peut tenter un parallèle peut-être un peu hasardeux avec le tiers-État face au deux corps du roi, face à Louis XVI, cette sacralisation de la monarchie absolue, face à laquelle évidemment le tiers-État de l'époque, et naturellement aussi les protestants par ailleurs, étaient mal à l'aise. Alors deuxième point qu'on peut soulever rapidement, et là aussi beaucoup d'enquêtes quantitatives semblent nous l'indiquer, les protestants évangéliques ont une assise très populaire, tout simplement. Alors il y a évidemment, on rencontre toutes les catégories sociales dans leurs églises, mais avec quand même une certaine surreprésentation de ce qu'on pourrait appeler les classes moyennes, les milieux d'employés, fonctionnaires, y compris demandeurs d'emploi également, des catégories populaires qui parfois ont eu tendance un petit peu, depuis la Seconde Guerre mondiale en tout cas, à déserter en France les paroisses protestantes plus classiques, luthériennes, réformées. Des paroisses qui aujourd'hui sociologiquement sont peut-être marquées davantage par une surreprésentation des classes supérieures, des classes moyennes supérieures. Les milieux évangéliques sont des milieux populaires, avec des problématiques, je dirais souvent, d'urgence sociale, trouver un emploi, arriver à trouver un logement. Dans les 300 et quelques églises d'immigration, issues de l'immigration en région parisienne, il y a aussi parfois trouver des papiers, des choses extrêmement concrètes qui ne sont pas nécessairement à l'agenda, je dirais, d'autres milieux sociaux. Et ça, c'est vraiment une caractéristique, je crois, qui marque cet évangélisme aujourd'hui, ce tiers-état du christianisme. Alors, autre point connexe avec celui-ci, c'est que les protestants évangéliques, d'une manière générale, et là je suis vraiment obligé de simplifier, on pourra peut-être y revenir après, mais ne sont pas des héritiers. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur quartier de noblesse, la plupart du temps, ils n'ont pas leur résidence secondaire à Nyons. C'est des braconniers, un petit peu, c'est des braconniers sur les terres du christianisme, du temps des confessions, des églises d'État, du cuius regio religio. Eux sont arrivés un petit peu par contrebande, les radicaux, on ne savait pas trop comment les classer, ils ont souvent été persécutés à l'époque moderne, et ils arrivent là, finalement, sans tellement de patrimoine, et ils ont faim, si je puis dire. Et c'est pour ça aussi que dans ces églises, on retrouve parfois, et parfois même souvent, ce qu'on appelle les théologies de la prospérité, qui hérissent tellement nos poils, nos cheveux. On se dit, mais quelle horreur, c'est épouvantable, ces pasteurs qui ne cessent de parler d'enrichissement, qui font du business sur le dos de la naïveté de leurs fidèles. Alors c'est vrai qu'on peut rencontrer ce type de dérive, qu'on peut qualifier clairement de sectaire, mais il y a beaucoup plus que ça. Ces théologies de la prospérité ne se résument pas à cela et me font penser à ce que disait le premier président du Kenya, qui disait quand les missionnaires sont arrivés, ils nous ont appris à prier, donc l'accent sur le salut extramondain, et puis pendant qu'on priait, ils ont pris nos terres. Et donc aujourd'hui, ce christianisme évangélique, souvent d'ailleurs d'expression africaine, en France il est très présent, ils ouvrent les yeux, ils prient pas seulement, ils ouvrent les yeux sur le territoire que Dieu, d'après eux, souhaite leur donner. Et donc, ils ont vraiment envie de prospérer, ils ont envie de trouver leur place, ils ont envie de s'enrichir, ne s'en cachent pas, adoptent un discours volontiers décomplexé sur ces questions. Alors certes, ça peut choquer, on peut tout à fait le comprendre, mais je crois qu'il faut le situer un petit peu en perspective historique et sociale pour un petit peu relativiser peut-être les réactions épidermiques que l'on peut rencontrer face à ce type de discours. Et puis, enfin, dernier point, bien entendu, qu'il faut souligner aussi au sujet de ce tiers-état du christianisme aujourd'hui, c'est que ce sont des églises creusets. Ce sont des églises creusets où, empiriquement, tous les dimanches, et pas seulement d'ailleurs les dimanches, des milieux sociaux très différents, des approches linguistiques très différentes d'ailleurs du divin également, des approches rituelles très différentes, se retrouvent parfois dans les mêmes assemblées. Il existe aujourd'hui en Île-de-France des assemblées multiculturelles qui ont 40, 50 nationalités différentes, francophones. La langue française joue d'ailleurs un rôle tout à fait intéressant qui serait précieux d'étudier davantage, de construire l'objet de recherche francophonie protestant. Je crois que là il y a un vrai terrain de recherche qui n'en est qu'à ses balbutiements. Mais donc il y a cette très grande diversité empirique, c'est ça que je voulais souligner pour finir, ces églises creusets. Et là aussi, je crois, à bien des égards, nous avons un lien avec le politique. On ne va pas refaire l'histoire récente du politique en France, mais on sait bien qu'il y a une certaine crise de la représentation, une certaine délégitimation
des représentants institués du politique et une certaine déconnexion entre beaucoup de catégories populaires tentées par les extrêmes, tentées par les discours les plus démagogiques, et les institutions qui, en principe, sont supposées les représenter. Eh bien, dans ces églises protestantes, de type évangélique, qui sont bien souvent en Île-de-France aussi des églises issues de l'immigration, il y a ce brassage, il y a cette socialisation d'individus qui souvent, autrement, seraient très fortement précarisés, et d'une certaine manière, c'est réintégré aussi dans la cité, dans l'agora, dans le débat public, eh bien des individus, des catégories de la population qui sinon se seraient trouvées totalement marginalisées. Et donc pour toutes ces raisons, je crois qu'on peut réfléchir, essayer de réfléchir un peu autrement à ces protestantismes évangéliques si déroutants pour des raisons compréhensibles. Réfléchir autrement, pas s'enfermer simplement dans ces catégories binaires un petit peu simplistes qu'on essaye de nous imposer parfois de l'extérieur, et comprendre qu'il y a des logiques de fond, des logiques de tiers-État qui travaillent ces christianismes. Et je renverrai pour finir à l'abbé Sieyès qui disait en 1789 que le tiers-État était quelque part tout, il était présent un petit peu partout, il était très important numériquement, qui ne représentait à peu près rien et qu'il aspirait à devenir quelque chose. Et je crois que politiquement, c'est un angle intéressant pour comprendre aujourd'hui ce phénomène évangélique multiforme. Merci à vous. Merci Sébastien. Là encore, on reviendra sur donc cette notion de tiers-État avec les historiens. À vous, Grace, maintenant. Alors. Bonjour. Excusez-moi de parler avec un accent britannique, un peu comme le méchant dans les films des États-Unis. Bon, très bien. Alors, imaginez-vous un jeune doctorante, très jeune, moi-même, de formation sociologique, qui est arrivé du Royaume-Uni, fin des années 60, en disant que je suis en train de faire une thèse doctorale sur la droite pendant l'entre-deux-guerres dans le protestantisme français. Alors, c'est une idée... alors, on prend des risques. Étant jeune, on prend des risques. Mais j'étais en face de deux problèmes. Chez moi, en Angleterre, parce que j'étais une étudiante anglaise dans une université anglaise, j'avais du mal à persuader mes collègues que la plupart des protestants français sont des gauchistes, sont à gauche, parce que ça ne présente pas chez nous. Mais parmi mes collègues français, j'ai du mal à persuader qu'il y a quand même un petit noyau de protestants nettement à droite. Alors, c'est un double problème. Encore plus, qu'est-ce que ça veut dire ces mots? Qu'est-ce que ça veut dire le protestantisme? On n'utilise pas en Angleterre. Seulement en Irlande du Nord, où les protestants sont très à droite. Qu'est-ce que ça veut dire la droite? Je termine avec quelques questions sur la droite. Mais je me demande, par exemple, c'est un exemple de chez moi, est-ce que le Brexit est une affaire de la droite ou de la gauche? Ça coupe en deux les deux grands clivages de la politique anglaise. Et si maintenant, dans deux minutes, je vous donne des exemples un peu gênants pour les protestants français, je commence par une confession de chez moi. Si on regarde les sondages de près sur la vote, sur le référendum de Brexit, on voit que les protestants, les anglicans, ont voté disproportionnellement to leave. Alors, pour moi, c'est mon église, je trouve ça extrêmement gênant. Les évêques, la hiérarchie, ont discrètement nous encouragé de voter pour Remain. Mais les fidèles ne l'ont pas fait. Chez les Écossais, c'est une situation tout à fait différente. En Angleterre, les catholiques ont voté plus pour Remain,
Mais les musulmans ont été presque toutes pour le Remain. Alors, vous avez tout à fait l'inverse que la France, que les protestants, les anglicains sont plus ou moins à droite chez nous. Les catholiques, nos immigrés, votent plus ou moins à gauche. Et on peut voir ces différences dans le vote Brexit. Pour moi, c'est un cauchemar. Je ne sais pas comment on émerge de ça, mais vraiment de voir ces fidèles qui, de mon Église, cela me gêne vraiment. Mais dans le temps qui me reste, je vous donne quelques éléments, quelques données sur la droite protestante pendant l'entre-deux-guerres, et puis quelques raisons pour que ça a apparu à ce moment. Il y avait des groupes un peu différents là-dedans. Il y avait des royalistes dans une petite association qui s'appelle l'Association Sully. Et je lis un paragraphe du statut et programme de cette association. Ça date de 1930. L'Association Sully n'est pas un parti politique, ni une association religieuse. Elle est une union patriotique qui a pour objet de rechercher les Français patriotes de dénomination protestante et de les unir pour travailler et restaurer parmi leurs coreligionnaires les traditions qui ont contribué à la formation historique de la France et au maintien de la religion sur les principes et dans les formes tracées par les réformateurs. C'est petit, mais ça existe avec ces statuts. Il y avait autour de ces royalistes quelques individus et des mouvements républicains nettement à droite. Et ici, comme exemple, je vous donne Louis Lafont et son petit journal La Vie Nouvelle. Et comme écrivain, homme politique, journaliste, René Gilloin. Et je me rappelle très très bien que j'ai fait une interview avec René Gilloin. Moi, j'avais 22, 23 ans et lui avait 89, 90. Il m'a accueilli dans la tour Montparnasse, dans un petit appartement. Je m'en souviens très bien. Alors, pourquoi ces groupes ont émergé précisément à cet instant dans le protestantisme français? Pour répondre, je vous donne 3 témoignages. J'ai pris tous des lettres que j'ai reçues des personnalités diverses au cours de mes recherches. Le premier, c'est un témoignage familial. C'est d'une nièce d'un des coprésidents de l'association Sully. Elle écrit « Pourquoi devint-il royaliste ? Je pense qu'il a été orienté en ce sens par le professeur Charles Benoît et surtout qu'il a été troublé de voir que la France, qui avait gagné la guerre, perdait la paix, de fait de la politique démagogique des partis de gauche et de le conflit. Il se rapproche alors de Charles Maurras et de Léon Daudet, mais ne les suivit plus lorsque ceux-ci présentèrent la monarchie comme l'allié naturel de l'Église catholique et mirent dans le même sac les protestants, les juifs et les francs-maçons. Avec l'assentiment manifeste du duc de Guise et du comte de Paris, qu'il visitait souvent au manoir d'Anjou à Bruxelles, il fonda avec messieurs de Seine et de La Tour de Jon et d'autres protestantes l'Action protestante qui devient rapidement l'association Sully. C'est un témoignage, j'ai demandé dans ma lettre, il n'existait email à cette époque, c'était des lettres, et elle m'a répondu très gentiment, 2-3 pages, et j'ai sélectionné un paragraphe seulement. Et puis, je vous donne un témoignage d'un historien qui s'appelle Pierre Poujol.
auteur d'un petit... c'est un tout petit bouquin qui s'appelle Protestantisme français moderne, note pour son histoire sociale depuis 1870. La publication est sans date, qui me gêne maintenant. Il couvre cette histoire dans ce petit volume, mais en plus, il m'a écrit une lettre datée de janvier 1969 qui souligne l'aspect essentiellement négatif du programme de la droite. Il dit, pour les bien comprendre, il faut tenir compte d'un fait. Presque tous sont venus à la politique par réaction contre les protestants de gauche et pas les réactions contre les partis de gauche dans le pays. C'est toujours une réaction contre quelque chose. Finalement, je vous donne un témoignage d'un pasteur, et le pasteur était Roland de Pury, qui était membre de l'association Sully du 28 à 32, mais qui est devenu un activiste engagé dans la résistance chrétienne pendant la guerre. Je lui donne le dernier mot qui, à mon avis, est la plus importante. Sa lettre date du janvier 1969. On a honte de penser que les protestants ont pu écrire ou approuver ce qui paraissait dans le bulletin de l'association Sully en 40-44, qui était nettement antisémite. Il importerait en tout cas de bien distinguer droite et droite. La droite honorable, qui n'a jamais versé vers le pétainisme et l'antisémitisme, et la droite fasciste. Il a raison. Merci. Merci Grace. D'abord, je voulais vous dire qu'on vous garde volontiers avec nous dans l'Europe. Restez avec nous. Et d'autre part, vous nous avez donc donné une bonne transition pour l'intervention maintenant de Catherine Trottmann, puisque Catherine Trottmann est une grande pro-européenne, qu'elle a été longtemps députée européenne, et qu'elle va nous dire comment, voilà, elle a peut-être entendu tout ça et comment elle le traduit. Elle l'a traduit. Alors, merci beaucoup de me donner l'occasion de participer. Je me sens un peu seul, comme politique avéré et affirmé dans cette assemblée, mais j'assume. J'assume parce que je pense que la réflexion qui a été engagée dans ce colloque est fondamentale. Et elle est fondamentale parce qu'elle renvoie à l'origine du protestantisme sur cette question de la légitimité du pouvoir. Et nous sommes dans une période de crise où sont remises en question les institutions européennes, la légitimité du projet européen, mais aussi la légitimité même du processus démocratique dans l'évolution du rôle du Parlement européen, par exemple. Il a été fait référence, avec cet élément biographique, il a été fait référence à mon élection. Cette élection a eu lieu en 1989. Et c'était assez particulier parce que c'était l'anniversaire de la Révolution, mais surtout parce que ce que j'ai entendu m'a proprement sidéré. J'ai entendu des personnes dire, du côté catholique comme du côté protestant, c'est enfin la revanche des protestants. Enfin, c'était rajouté par les protestants, et du côté catholique, c'était ah là là, c'est la revanche des protestants. D'un coup, je me suis senti le poids de la réforme, le poids de la contre-réforme et des racines qui plongeaient assez loin dans l'histoire de la ville quand c'était une ville libre et où le débat allait bon train entre le réformateur Bucer, qui avait quand même eu l'outrecuidance de critiquer un peu Luther, enfin un peu pas mal, et où le maire Sturm de cette époque avait décidé de créer le gymnase
Il avait pensé que les citoyens, pour être de vrais citoyens, on le dirait comme ça aujourd'hui, en tout cas de vrais Strasbourgeois, ils devaient savoir mieux compter parce qu'ils seraient un petit peu plus honnêtes dans les transactions commerciales. Et il fallait qu'ils fassent un peu de théologie et certainement aussi de la philosophie pour avoir les idées claires. Ce qui a été évidemment important, mais ce qu'on a peut-être oublié et ce qui est très, très d'actualité, c'est que dans ces villes libres, rhénanes, dont fait partie Francfort, qui a accueilli les protestants qui fuyaient la France, il y avait des villes qui étaient des villes-refuges. Villes-refuges dont on trouve la trace dans la Bible, lorsque celui qui est chargé de mener en quelque sorte la vengeance d'un crime doit pouvoir être en sécurité dans un certain nombre de villes désignées. C'est ainsi que la réforme aussi s'est répandue, par des villes qui ont accueilli les proscrits, les condamnés, et qui ont choisi d'en faire, au fond, un élément même de la vie de la cité au sens le plus profond du terme. Je suis donc une héritière de cela, de cette histoire qui m'a permis de constater que le réformateur Bucer avait inventé, avec la diaconie, un système d'organisation de la solidarité dans les paroisses entre ceux qui avaient le plus de moyens, ceux qui étaient vieux, pauvres, ou pas forcément vieux mais pauvres, et avec au fond ce choix d'une solidarité pastorale et laïque qui s'organisait, on dirait, dans la démocratie de quartier. Et puis, autre chose dont j'ai été accusée, ça a été d'être, au fond, une théologienne qui se compromettait en politique, mais en même temps une politique qui assumait d'avoir fait des études de théologie. J'ai donc été surnommée Catherine Zell qui, aux côtés de son mari pasteur, était montée en chair et assurait des prédications, ce qui était évidemment assez révolutionnaire à l'époque. Troisième accusation, celle de venir d'une famille qui s'était convertie. Le nom de ma famille du côté maternel est Blumenroder. Le fait qu'il y ait Blum dans ce nom a fait dire à certains, en particulier d'extrême droite, que je cachais mes origines juives. Je laisse à chacun le soin de comprendre, mais je crois aussi que dans cette montée du Front National, qui est pour moi un vrai souci, il y a non seulement le refus de tous ceux qui pourraient apparaître comme différents, mais il y a toujours ce relent de l'antisémitisme, et il y a aussi une construction théorique, idéologique, qui est la théorie du complot. Et la théorie du complot, elle nous parle à nous protestants. Elle nous parle avec l'affaire Dreyfus, elle parle dans une région comme la mienne, qui a été à la fois la région d'origine et de naissance, en quelque sorte, de l'humanisme dit rhénan, d'une grande part de la réforme, par la discussion qui a eu lieu entre les réformateurs, par la présence de Calvin à Strasbourg, par la présence de Gutenberg qui a édité, bien sûr, la Bible et des textes qui étaient liés à ce débat, mais en même temps aussi qui a été le lieu, un des lieux de la révolution manquée de 1848. La révolution manquée de 1848, c'est une révolution qui, parallèlement à celle de Paris, se fonde sur les droits de l'homme. Elle est menée par un certain nombre de personnes, dont certaines sont protestantes. On est du côté allemand. Les Suisses disent « on vous accueillera si vous avez des problèmes ». Les Français ratent le rendez-vous. Un de mes ancêtres est défait devant Fribourg. Cette révolution n'aboutira pas. La seule trace, c'est la démocratie constitutionnelle allemande, puisque dans la Constitution se trouve la citation des textes qui ont été adoptés par cette première assemblée élue à la suite de ce mouvement révolutionnaire. À l'époque, puisque nous parlons de révolution, Friedrich Engels dit, comme il le dit d'ailleurs à propos de Jaurès, il dit « Jaurès ne réussira pas. Le socialisme français ne peut pas aboutir parce qu'il est fondé sur les droits de l'homme et non
sur la révolution qui permet de changer la propriété de l'outil de travail, il est républicain. Même propos à propos de ces révolutionnaires allemands qui sont qualifiés de républicains puisqu'ils mènent une révolte, 3 avocats, 3 juristes, certains un peu formés à la guerre, mais ils sont surtout, ils écrivent surtout des textes fondés sur le droit. Ils veulent faire avancer le droit, les droits de l'homme. Et ils se fondent sur eux. Et donc Engels dit, cette révolution ne pouvait pas aboutir parce qu'elle était républicaine. Il y a dans cette histoire et dans ce lieu un rappel tout à fait que je voudrais évoquer, je ne peux pas le creuser ici, entre la trajectoire de cette révolution de 1848 et la guerre des paysans qui s'est déroulée au même endroit. La guerre des paysans qui met en question le pouvoir impie, qui met en question les privilèges, qui met en question le cynisme des autorités religieuses et qui est un exercice de résistance, mais qui est en même temps une révolution de gueux menée aussi par des moines et par des évêques, par des pasteurs en quelque sorte. Et je le dis parce que Luther a pris une position de soutien à la guerre des paysans et ensuite il les a condamnés. Il a à la fois partagé l'option politique et il a récusé le débouché de cette option politique, c'est-à-dire la menée d'une guerre dure, d'une guerre de privation des propriétés des nobles de cette région, et en même temps aussi, évidemment, de quelques exactions. Ça m'a frappé de voir que, au fond, la réforme n'est pas uniquement la discussion pour arriver à aboutir au compromis entre l'empereur et Luther sur la définition du pouvoir impérial et de sa cohabitation avec je dirais, la religion, mais c'est en même temps aussi un débat sur les moyens de contester, et je voulais citer cela parce que c'est une part plus méconnue de l'héritage de Luther, un débat fondamental qui a d'ailleurs été aussi important dans les positions qu'a pris Calvin. Il y a donc au départ ce débat sur la légitimité du pouvoir, il est forcément en question lorsqu'il s'agit de protestants. Et lorsque j'ai expliqué, avant d'arriver à la mairie de Strasbourg, à Pierre Mauroy que j'avais une minuscule, mais très minuscule chance de l'emporter, il m'a répondu que j'étais 3 fois minoritaire, parce que j'étais une femme, parce que j'étais jeune, parce que j'étais de gauche. Il a simplement omis, je le lui ai dit, de dire que j'étais protestante. Eh bien, c'est aussi parce que j'ai appris cela de cet héritage protestant, qu'il n'y a pas de fatalité à ne pas se confronter à la conquête du pouvoir. Je l'ai fait parce que je pense, et cela a été dit ce matin, j'ai eu cet exemple, cet accueil de femmes chrétiennes ou laïques qui se sont engagées dans la lutte pour les droits des femmes. J'y ai participé, je continue de penser que c'est une priorité, et je continue de constater aussi que les protestantes y sont fortement présentes. C'est un engagement évident. Mais c'est aussi celui de la laïcité. Et je pense que ce qu'il faut retenir, et c'est en tout cas une leçon que j'ai essayé de partager avec d'autres, c'est que la laïcité n'est pas simplement une vertu républicaine que l'on pourrait proclamer aux côtés de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, elle s'exerce. Parce que c'est dans la relation laïque que les citoyens constatent en quelque sorte leur égalité, au-delà de leur sexe, de leur religion, de leur origine, de leur appartenance, de leur famille. L'égalité citoyenne, c'est celle qui place les uns en face des autres des personnes dénuées de toute spécification qui définirait une identité autre que celle qui leur est donnée par la loi commune. Et je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de laïcité, on en parle comme si il y avait là une forme d'État dans lequel il pourrait y avoir au fond une définition hostile ou qui pourrait être évoquée de manière hostile par rapport à l'exercice confessionnel ou la définition de ce que l'on peut être ou de son histoire. Je le dis parce que je crois que l'un des plus grands dangers
qui peut être relevé par les protestants à cause de leur histoire et à cause de leur apport à la vie publique de ce pays, c'est le risque de voir la religion définir, au fond, l'identité des personnes et de la définir en premier lieu, je dirais, avant l'appartenance nationale. La religion ne peut en aucun cas devenir, en quelque sorte, ce primat dans l'expression de l'appartenance républicaine. Et je pense qu'il faut que les protestants continuent d'être des lanceurs d'alerte sur ce qui peut constituer nos dérives. Je le crois aussi, et j'ai bien écouté le président Macron hier, je suis adhérente de la CIMAD, je revendique d'être une militante de la CIMAD. J'ai été aux côtés de Marc Brunschweiler quand il était secrétaire général de la CIMAD et qu'il avait embarqué la CIMAD dans les centres de rétention et où le débat avait été terrible. La CIMAD devait-elle y être ou ne pas y être? Elle a rempli un rôle de vigilance, de solidarité, de fraternité qui était exactement dans, je dirais, la continuité de la créatrice de la CIMAD, qui avait pensé que pour les déplacés alsaciens et de tous les autres coins de France et du monde pendant la Deuxième Guerre mondiale, il fallait un accueil, une hospitalité, un accompagnement et une fraternité. Et donc je pense qu'il y a débat. J'ai apprécié que le débat soit posé. Je crois qu'il est juste qu'il soit posé. Mais je voudrais redire qu'aujourd'hui, il y a un défi aux côtés de celui de la laïcité par rapport au risque que représentent les fanatismes. Il y a aussi celui de passer à côté de ce qui peut être une attitude d'hospitalité, d'accueil. Et j'ai observé en partie la décision de la chancelière Angela Merkel comme une expression de son appartenance protestante. Je pense que c'est un élément qui peut peut-être aussi nous interroger. Je ne voudrais pas poursuivre plus longtemps parce que je dois respecter mon temps de parole, mais je voudrais juste terminer ce propos à cet instant par, au fond, peut-être un dernier mot. C'est celui qui vous permet de constater que tous les protestants qui ont rempli des responsabilités majeures dans ce pays. Je pense à Michel Rocard, je pense à Lionel Jospin, je pense à Couve de Murville. Aucun n'a atteint la responsabilité suprême de la présidence de la République. Il y a comme une sorte d'impossibilité pour des protestants de se penser dans cette position du pouvoir suprême, comme s'il restait en quelque sorte encore une forme de limite dans l'exercice du pouvoir. Et vous aurez constaté d'ailleurs qu'aucune de ces personnes que j'ai citées, j'aurais pu en rajouter d'autres, il n'y a eu d'amertume à ne pas atteindre cette responsabilité. Il reste chez les politiques protestants en France ce débat personnel et collectif sur la légitimité de l'ambition à vouloir exercer un pouvoir politique. C'est ce qui a permis à un de mes amis de dire, parce que lorsqu'on revendique une éthique politique dans un monde qui est peu respectueux, je dirais, de celle-ci, que j'étais un reproche permanent. Être un reproche permanent, n'est-ce pas une autre manière d'être protestant? Mais ça ne fait pas gagner les élections, ça je peux vous le dire. Oui. C'est certainement ça. Être un reproche permanent, c'est une autre façon d'être le sel de la terre. J'aimerais bien que les historiens réagissent à ce qu'a dit Sébastien sur cette comparaison, ou ce qu'il a osé faire, cette comparaison avec le tiers-État, les évangéliques, comme une nouvelle figure d'un tiers-État aujourd'hui. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pourriez en dire quelque chose? Comparaison difficile, hein. C'est toujours compliqué quand on compare des choses qui sont dans des univers véritablement différents à la fois, parce que le tiers-État c'est une notion qui relève du social et du politique, hein, avant tout.
Donc c'est vrai que l'abbé Siliès était un de ceux qui a sans doute le plus mis en avant cette notion au moment de la Révolution. Alors c'est l'idée qu'on est nombreux et finalement on ne compte presque pas, ou en tout cas on n'a pas ce pouvoir, ce poids politique de faire changer les choses, et en même temps c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer pour arriver à faire changer. Donc oui, on peut faire une comparaison en ce sens, mais en étant conscient qu'on est quand même dans deux univers différents. Le tiers-État, c'est véritablement de l'Ancien Régime, et je ne crois pas qu'on puisse parler des protestants tels que Sébastien nous les a présentés comme étant du passé. Ils sont profondément actuels. Évidemment, je vais dire quelque chose comme 16e, la comparaison est encore plus difficile. On sait que dans les États généraux, il y a très peu, du XVIe siècle, très peu de protestants qui vont siéger. Et que le protestantisme va d'abord toucher la noblesse, un tiers des nobles français avant les guerres de religion. Et pourtant, votre formule sonne juste aussi pour le XVIe ou le XVIIe siècle. Et je pense notamment à un point qui sont le choix des pratiques électives, de comment on prend une décision collective, en partie en raison de ce que vient de dire Madame Trottmann. C'est comment on décide ensemble. Et pour le protestantisme, quand même quelque chose se dégage. Alors, sur le très long terme et de manière compliquée et avec beaucoup d'allers-retours et beaucoup de variantes selon les lieux, les moments, c'est quand même l'idée que toutes les voix se valent et qu'un homme, une voix. Toutes les voix se valent, qu'on peut les additionner et que la volonté de tous, c'est l'addition de la préférence de chacun. Et Thomas Meissen n'y a pas fait allusion hier, sauf pendant le cocktail, donc ceux qui ont raté ce moment faisaient l'allusion à l'adoption de la réforme dans la ville de Ulm. On a fait voter, en 1530, 31, 30, on a fait voter des milliers d'artisans. Allez-vous choisir ou non le camp de Charles Quint et l'application du recès de la diète de Worms, de Augsbourg. Et donc le choix ou non d'entrer dans une logique de répression, la ville va voter non. Et c'est des milliers de personnes. Même chose en Suisse, il y a des endroits où on ne sait pas qui a l'autorité souveraine ou pas très bien, où ça se discute, où ce sont des lieux gouvernés par plusieurs cantons qui n'ont pas la même confession. Le Pays de Vaud, beaucoup d'endroits gouvernés ensemble par Fribourg, catholique, Berne, protestant. La solution qu'on trouve, c'est de mettre dans les champs ou dans la place du village les habitants et de leur demander leur avis à des gens à qui, en général, on ne demande pas vraiment leur avis. Il y a des textes absolument magnifiques de laboureurs disant je suis impressionné par ce qu'on me demande. Et donc, de ce point de vue-là, la question de nous sommes plus nombreux et pourtant nous avons moins de voix, nos voix, le doublement du tiers, le vote par tête et plus par corps, rejoint d'une certaine façon cette aspiration à l'égalité des gens devant la décision. Voilà, il me semble important. Sébastien, donc tu nous as expliqué donc il y a une très forte désacralisation donc particulièrement chez les évangéliques du pouvoir temporel, du pouvoir politique. Mais par contre moi en t'écoutant je me suis dit mais est-ce que c'est pas parfois transposé sur le pasteur qui est mis à une place peut-être plus sacralisée que dans d'autres églises protestantes? C'est exact. C'est exact. Et je crois qu'il faut effectivement nuancer ce propos et rappeler que dans la tradition protestante, d'ailleurs en général, il y a ce débat entre la cité de Dieu ou Dieu dans la cité. La cité de Dieu, c'est plutôt le modèle là d'une autorité finalement qui, dans un fondu enchaîné, lie le religieux et le politique. Et ça va être porté notamment en Europe du Nord par les traditions d'églises d'État luthériennes, mais le calvinisme aussi est porteur en partie de ce type de modèle. On peut penser par exemple dans les colonies américaines au débat entre Winthrop et Roger Williams. Autant Winthrop en Nouvelle-Angleterre, c'est vraiment le modèle de la cité de Dieu calviniste, donc avec effectivement un fondu enchaîné entre le politique, l'État et le pasteur. Le pasteur est aussi une autorité politique à bien des égards dans le modèle puritain de Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle. Et puis, au contraire, au même moment, vous avez Roger Williams qui est expulsé de Nouvelle-Angleterre, qui est au départ issu aussi du modèle puritain calviniste, mais qui va en sortir, qui va fonder la colonie du Rhode Island, qui va créer Providence, et qui va développer un modèle totalement différent, qui n'est pas du tout celui de la cité de Dieu, qu'on retrouve par ailleurs dans l'histoire protestante, mais celui de Dieu dans la cité, c'est-à-dire que les acteurs chrétiens, et en l'occurrence protestants, s'auto-représentent
comme d'abord des agents d'une société civile pluraliste, finalement, où les juifs, même les catholiques, à l'époque, ce qui était quand même tout à fait révolutionnaire dans la mentalité puritaine, même les Amérindiens peuvent éventuellement avoir une place, parce qu'encore une fois, on rejette ce monisme qui lie trop étroitement la figure du pasteur et la figure de l'autorité politique. Et sur ce qu'a dit Céline Borrello sur ces pasteurs qui, au temps de la Révolution, font de l'instruction civique, font de la politique, enfin, qui décryptent les discours politiques. Qu'est-ce que ça t'évoque aujourd'hui dans notre 21e siècle où on entend peu il y a une réserve des pasteurs en chair c'est compliqué, c'est un sujet compliqué. Oui, alors j'étais absolument captivé par cet exposé, et notamment par la figure, alors je vais retrouver le nom, pour ne pas... Voilà, le pasteur Saint-André, c'est Jambon Saint-André, c'est ça ? D'accord. J'étais fasciné par cette figure parce que là, tout se passe comme si, mais je me trompe peut-être complètement, mais tout se passe comme si dans ces allégeances s'opérait graduellement un transfert de sacralité. Parce qu'au départ, il est pasteur, et puis il se retrouve au comité de salut public, c'est ça ? Absolument. Donc quand même, là, on est au cœur d'une dérive presque totalitaire, enfin, de la République, où là, à bien des égards, ça dérape, en tout cas par rapport au projet droit de l'homiste de 1789. Là, on est dans autre chose. Et puis, il garde son poste, hein, si je vous ai bien suivi, il garde son poste et il quitte en fait le pastorat pour devenir finalement un agent de l'État. Hein, et il termine sa carrière. J'ai noté, voilà, c'est ça. Et là, est-ce qu'on n'a pas finalement la figure d'un transfert de sacralité, de ces figures de pasteurs qu'on retrouve aussi plus tard, hein, qui au départ investissent le religieux, et puis qui finalement vont transférer, encore une fois, leur allégeance, leur rapport à l'absolu du religieux vers le politique, au risque parfois de dérives totalitaires. Alors le parcours de Jambon Saint-André est très particulier en Révolution, parce que c'est le seul finalement pasteur qui ne va pas redevenir pasteur, qui va avoir une carrière comme tu le disais, tout dévolu à l'État. Hein. Alors on lui a assez reproché d'être une girouette, c'est-à-dire d'avoir traversé et d'être parvenu à traverser, parce qu'il aurait pu être guillotiné, d'être au moment où le comité de salut public est tombé. Hein. Donc, alors il a mis en avant le fait qu'il n'était pas toujours à Paris au moment des décisions prises par le comité. C'est un homme qui a beaucoup voyagé à travers la France révolutionnaire. Il s'est beaucoup occupé de la marine. Hein. En fait, il était le responsable de toutes les questions de marine et maritime en France. Donc beaucoup à Brest, beaucoup à Toulon. Donc il a expliqué qu'il n'était pas à Paris et que c'était pas lui forcément qui avait pris les décisions. Donc c'est comme ça qu'il a été sauvé. Il s'est retrouvé en prison avec le peintre David. C'est là que David a croqué son portrait. On parlait ce matin de l'image. Donc c'est vrai que en même temps c'est un pasteur, j'allais dire, qui a toujours montré, même en tant que pasteur, une volonté à prendre part aux décisions, une volonté à prendre part à l'action. Il était aussi président du club révolutionnaire de Montauban. Donc c'est un pasteur qui était véritablement dans la volonté d'agir au-delà, j'allais dire, de sa communauté, même s'il a été toujours très proche de sa communauté, puisqu'il a été obligé de partir en 1790 à Bordeaux, parce qu'il était embêté, évidemment, au moment des affaires 1790, c'est le moment où, dans plusieurs villes du sud du royaume, on a des révoltes qui réactivent les oppositions catholiques et protestantes. Donc le pasteur est obligé de partir, et on le voit se lamenter d'être loin de sa communauté. Donc c'est vrai que là, on a quand même une figure pastorale assez particulière, dans le sens où c'est un pasteur qui pense l'État aussi, en étant pasteur et déjà avant de commencer une carrière politique. Merci. Grace, est-ce que vous pourriez nous peut-être déplacer un peu le débat français et nous parler de cette relation entre l'Église, des pasteurs de l'Église anglicane et la politique? C'est une question compliquée, comme tous les liens entre politique et religion. Parce que le contexte était tout à fait différent chez nous. Ce qui me frappe, si je fais une comparaison entre la France et
le Royaume-Uni, on peut dire Angleterre. Je sais très très bien que la France est beaucoup plus démocrate que l'Angleterre, institutionnellement et constitutionnellement. Mais jusqu'à maintenant, et j'hésite un peu, l'Angleterre, le Royaume-Uni étaient beaucoup plus tolérants que la France. Et c'est une question que je me demande souvent, pourquoi c'est le cas. Mais j'avance un peu l'argument vers les églises parce que le paradoxe chez nous, c'est ceux qui protègent la tolérance religieuse sont ceux chez nous qui ne sont pas élus. L'Église d'Angleterre, c'est une Established Church, garde une place au centre de la société pour la foi en général. C'est une Église très très affaiblie, numériquement, du point de vue des finances, etc., mais quand même avec un peu de prestige et de l'influence. Et c'est là où on peut toujours parler de la foi et des choses religieuses, et les minorités apprécient ça beaucoup. Si on regarde le débat sur est-ce qu'il faut garder une église établie ou non, les minorités protègent l'église. Pour eux, c'est mieux qu'un État séculier. Et nous avons notre House of Lords, non élu, qui, à mon avis, c'est indéfensible dans une démocratie robuste. Mais je dois dire que la qualité des débats là-dedans est beaucoup plus supérieure que dans la House of Commons. Alors c'est un paradoxe, c'est difficile, est-ce qu'on garde ou non? Mais enfin, je passe à la reine, qui participe activement dans le débat interconfessionnel. Et je crois que c'est un résultat de son travail dans le Commonwealth, parce qu'elle passe partout dans le monde, elle connaît personnellement toutes les foi et elle les protège dans la société. Alors les députés qui sont toujours un peu gênés par la majorité chez eux, alors c'est une autre question. Alors c'est un paradoxe profond. Pourquoi ces institutions qui semblent être non démocrates protègent quand même la tolérance dans notre société? Et pour moi, si on perd la tolérance, et c'est pourquoi pour moi Brexit c'est un cauchemar, notre société sera impoverished, s'appauvrit. Alors, merci. Je crois, hélas, qu'on est obligé de s'arrêter, oui. On me dit oui, il faut qu'on s'arrête, même si on a commencé un tout petit peu en retard. Donc voilà, on a balayé de large, puisqu'on a expliqué qu'en gros, il n'y aurait jamais de président protestant. Non. Mais, non, je rigole. Je rigole. Et nous avons fini par le rôle essentiel de la reine. Donc c'est quand même assez vaste. Je vous remercie beaucoup, c'était passionnant. Merci à vous.